Nous vous remercions d'être venus donc tous ce soir pour cette deuxième Agora d'été saison 2024, 2023, 2024, etc. etc. Peut-être, on verra bien. Donc pour ce soir, nous allons recevoir un invité de marque, comme très souvent, comme à chaque fois même dirais-je, et je vais vous donner quelques indices. Alors déjà, évidemment, pour ceux qui aiment jouer, qui, j'espère, ne s'ennuieront pas, mais enfin, s'il y en a aussi qui sont joueurs et tout comme ça, il y a donc des cartes à jouer. Ouais, elle était facile, je sais bien. Il est tard, il fait chaud. Et pour ceux qui seraient peut-être un peu perdus, mais à peine, je dis vraiment à peine, lors du coaching donc de ce soir, il y aura aussi à votre disposition donc quelques cartes routières, des cartes routières. Voilà, comme ça on a les deux. Ça c'est fait, on n'en parle plus. Voilà. Donc cette illustre... Je n'étais pas informé. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Cette illustre donc invité en ce soir du 15 juillet est né en Touraine, à La Haye. J'ai fait exprès d'ailleurs de commencer en Touraine à La Haye pour pas confondre. Précisément un 31 mars 1596, dans une famille noble. C'est très important pour la suite, donc on va dire de sa vie, donc vous comprendrez pourquoi ensuite. Nonobstant donc le décès prématuré de sa maman, il trouve du réconfort et des soins et l'affection auprès de sa grand-mère. C'est très important les mamans, très très important. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous. Ouais, plein, dont moi. Donc attention mamie, il faut en prendre soin. Notre invité fait ses études au collège des jésuites La Flèche, qui n'a rien à voir avec la société qu'a fondée Claude François, hein, il n'y a pas de parallèle. Il excelle en mathématiques et philosophie, mais pas que. Il est très intéressé, il étudie aussi d'autres disciplines, la musique, la gymnastique. Et il acquiert au fil du temps la réputation d'être un étudiant brillant, à l'esprit vif et assoiffé de connaissances. Je le reconnais bien, il est à mes côtés. Je vous prie de recevoir ce soir Monsieur René Descartes. On démarre ? Donc je vais lui poser quelques questions. Vous avez l'habitude, on va dire, du déroulement. On ne change pas, c'est une formule qui semble convenir à tout le monde et à nous en premier. Donc il y a quelques mois, mon cher Descartes, si je puis me permettre, le 12 avril 2024, c'est vraiment tout proche, dans une interview accordée au Figaro Magazine, Monsieur d'Ormesson, le philosophe Jean-Luc Marion répondait en ces termes aux journalistes qui l'interrogeaient donc: « J'affirme en effet, après tant de livres que je lui ai consacrés, qu'il y a au moins deux Descartes. Il fut d'abord l'inventeur de l'objet scientifique et il établit ensuite la première théorie de la science. Mais en même temps, il a compris que tout n'était pas objet. Le jeu n'est pas réductible à un objet. » Donc, Monsieur Descartes, pensez-vous comme Jean-Luc Marion qu'il y a donc deux Descartes? Alors, par modestie, je vais laisser la parole à Philippe Bernard Rollo. Je ne vais pas m'immiscer cette fois dans la peau de Descartes parce que j'aurai une réaction allergique que je tiens à cacher devant vous. Alors oui, est-ce qu'il y a deux Descartes? Oui, Jean-Luc Marion a tout à fait raison. Je partage complètement son jugement. Pendant des années, j'ai fait un cours à mes étudiants de classe prépa qui avait pour titre « Les deux visages du rationalisme cartésien ». Un cours qui passait bien. Je l'ai un peu modifié au cours du temps, mais il a gardé sa substance. Alors, je n'avais pas lu à l'époque les écrits de Jean-Luc Marion. Je ne les ai toujours pas lus aujourd'hui. C'est un philosophe chrétien. Ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas forcément mes lectures de chevet. Et donc, il n'a pas eu d'influence sur moi, je n'ai pas eu d'influence sur lui, mais on s'est rencontrés complètement sur cette idée. Donc, quand j'ai lu dans le Figaro Magazine cette interview, j'ai pensé que je ne m'étais pas trop trompé sur les deux Descartes, effectivement, dont parle Jean-Luc Marion. Alors, qui sont ces deux Descartes? Le premier, je cite une belle formule d'un excellent historien de la philosophie, mort prématurément, il avait à peine 60 ans, qui était François Châtelet, vous connaissez peut-être le nom, qui était professeur à Vincennes. Il a une jolie formule, il dit Descartes, c'est l'administrateur de la physique galiléenne. De retenir cette formule, je crois qu'elle est parfaitement judicieuse. L'administrateur de la physique galiléenne, on va en parler très largement.
Donc, comme le dit Jean-Luc Marion, Descartes a défini, il a même inventé, c'est le terme qu'utilise judicieusement Jean-Luc Marion, il a inventé la notion d'objet scientifique. Personne n'avait l'idée de ce qu'est un objet scientifique, on aura l'occasion d'en reparler largement. C'est Descartes qui invente l'objet scientifique et ouvre la voie de cette façon à la science moderne. Et puis le second Descartes, qui est plus connu alors que cette partie de sa philosophie est minime au fond dans son œuvre, c'est l'inventeur du cogito, du je pense donc je suis. C'est celui qu'on cite très souvent. Et c'est ce second Descartes aussi dont nous parlerons largement. Donc je vais demander à mon amie Valérie de m'interroger successivement sur les deux Descartes. Quel serait le coaching du Descartes galiléen, du théoricien de la science moderne? On verra qu'il a beaucoup à nous dire aujourd'hui, il peut nous aider. Et puis ensuite, Valérie me demandera ce que serait le coaching du Descartes du je pense, de l'inventeur du cogito. Et donc, voilà le chemin que je propose, avec l'accord bien entendu de Valérie, que je ne contrains jamais. Et donc, je vais lui demander de m'interroger, pour commencer, sur le Descartes galiléen. Alors, une autre question vient, puisque vous me proposez donc et vous me sollicitez à cet égard, et c'est avec grand plaisir que je vous pose donc la question qui va suivre. Descartes a publié le discours de la méthode en 1637. D'ailleurs, peut-être pourriez-vous nous expliquer pourquoi il l'a publié en français, langue vulgaire à l'époque, et non pas en latin, comme l'ont fait la plupart de... Je réponds tout de suite, Valérie, avant d'aller plus loin. C'est très original, effectivement. Il y a beaucoup de raisons. La première, il veut se distinguer des professeurs de la Sorbonne et des théologiens de l'époque. Tout le monde écrit là en latin. Donc lui, il décide d'utiliser la langue véhiculaire, la langue française, la langue du peuple. Et puis c'est pour toucher évidemment le plus grand nombre de lecteurs. Donc il a publié en français le discours de la méthode. Il en propose ensuite, on verra que ça lui a joué un tour. Et ça a joué un tour à notre compréhension du je pense. Il le traduit en latin quelques années plus tard. Et il a fait l'inverse ensuite pour sa deuxième œuvre, la plus souvent citée, les Méditations métaphysiques. Il l'a publié cette fois en latin et il l'a traduit ensuite en français. Donc 1637, effectivement, la première œuvre majeure de Descartes, le discours de la méthode. Voilà, qui vient finalement exactement 4 ans après le procès de Galilée, condamné, je vous le rappelle, en 1633, à renier ses découvertes devant le tribunal de l'Inquisition. Quel rôle donc a joué le procès de Galilée dans l'itinéraire de Descartes, et notamment peut-être un petit mot aussi sur « je sors masqué » ou « j'avance masqué ». J'avance masqué, voilà. Descartes a vécu presque toute sa vie en dehors de France. Il s'est senti menacé à juste titre, et il est bien évident qu'il s'est senti menacé avant même le procès de Galilée, il s'est senti davantage menacé après le procès de Galilée. Donc, le procès de Galilée, c'est 1633. Galilée a l'intelligence de renier ses découvertes, sinon il aurait été probablement brûlé vif, comme Giordano Bruno en 1600. Il faut se rappeler quand même, parfois on roule un peu des mécaniques, nous les Européens, et on a raison de rouler des mécaniques, il ne faut pas être trop honteux de nous, mais bon, devant certaines dérives de certaines religions, il faut quand même rappeler qu'on brûlait vif des individus il y a 4 siècles à peine pour hérésie. Ayons quand même un peu de mémoire. Donc, à partir de là, il a une devise, Larvatus prodeo, en latin, j'avance masqué. Et effectivement, il y a certaines œuvres qu'il n'a pas publiées de son vivant. Il a beaucoup fui la France, il a vécu à l'étranger, en Hollande, en Allemagne, il finit sa vie à Stockholm, on en parlera certainement tout à l'heure. Et donc, c'est son premier grand livre, en 1637. Il y a eu des rêves de Descartes, on pourra en parler si ça intéresse certains d'entre vous. Assez jeune, il a fait des rêves un peu bizarres, en 1619. Il était mercenaire à l'époque, hein, il a une vie aventureuse. Hein. Peggy disait « ce chevalier français qui partit d'un si bon pas ». Jolie formule. Donc il a été combattant, il a été mercenaire auprès du prince de Bavière. Et il dit que dans un poêle, et un poêle c'était un petit cabanon, où il avait passé une partie de l'hiver, parce qu'il y avait un armistice entre 2 combats, il a fait 3 rêves qui lui ont donné au fond sa vocation de philosophe. Vous voyez le Descartes rationaliste, le Descartes cartésien, ben, il a un côté un peu mystique, et ça c'est tout à fait intéressant. Donc en 1637, il publie le discours de la méthode, et on a parfois tendance à oublier, il ne faut pas l'oublier,
que c'est une simple préface, en fait, le discours de la méthode. C'est devenu une grande œuvre qu'on commente, qu'on lit, qu'on fait étudier aux élèves en classe terminale et plus tard. Mais c'est une préface. C'est une préface à 3 opuscules scientifiques qui, pour Descartes, étaient beaucoup plus importants que la préface. Ces 3 opuscules sont la dioptrique, dans lequel il présente ses découvertes sur le plan de l'optique. On enseigne aujourd'hui encore dans les lycées, 4 siècles après Descartes, les lois de l'optique découvertes par Descartes. L'angle d'incidence égale à l'angle de réflexion quand un rayon lumineux arrive sur un miroir. Donc la dioptrique, les météores, dans lequel il présente certaines théories astronomiques, et la géométrie. C'est là qu'il présente ses découvertes très importantes en géométrie. C'est lui qui a inventé la géométrie analytique. Il a fait quantité de découvertes. C'est un très grand mathématicien, Descartes, bien sûr. Donc le discours de la méthode, c'est à la fois un texte rétrospectif et un texte prospectif. Je m'explique rapidement. C'est d'abord un texte rétrospectif. Que fait Descartes dans le discours de la méthode? Il tire les leçons de la méthode expérimentale de Galilée. Galilée a inventé de toutes pièces la science moderne, qui n'existait pas avant lui au sens strict du terme. Il a inventé la méthode expérimentale. Galilée, au fond, a passé sa vie dans 2 univers. Il a observé le ciel, il a amélioré la lunette astronomique, donc il a fait quantité de découvertes sur les croissants de Vénus, sur les lunes de Jupiter. Donc c'est un astronome tout à fait important. C'est justement en tant qu'astronome qu'il va confirmer la thèse de Copernic. C'est le Soleil qui est au centre, c'est pas la Terre. Et donc il a un projet de livre sur le monde qu'il ne publiera pas quand il apprend effectivement que Galilée a été traîné devant le tribunal de l'Inquisition. Et puis l'autre partie de sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des expériences, pas très rigolotes, parce qu'au fond, les expériences scientifiques, je ne sais pas si vous avez des souvenirs de vos TP de physique. Enfin, moi, j'ai pas très bons souvenirs. Je trouvais ça très emmerdant, les TP de physique. Mais bon, peut-être parce que j'avais un esprit plus littéraire que scientifique. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il construisait des plans inclinés et il faisait rouler des sphères le long de ces plans inclinés pour mesurer le temps de descente des sphères. Au début, il a fait une expérience un peu plus dangereuse. Il a fait tomber des boules du haut de la tour de Pise. Enfin, il risquait d'assommer les passants, c'était très dangereux. Puis ça tombait trop vite. On n'a pas d'instrument de mesure du temps à l'époque, on n'a pas de chronomètre. Donc son idée, on va ralentir la chute. Qu'est-ce que c'est qu'une boule qui roule sur un plan incliné? C'est une boule qui tombe, mais qui est ralentie par le frottement de la sphère contre le plan incliné. Et donc il mesure ça, et il y a des sabliers, il va peser le sable, enfin, tout ça c'est très artisanal, mais il va comprendre le principe de la chute des corps. Il va comprendre l'idée de l'inertie, essentielle en physique, et il est à 2 doigts de comprendre ce que Newton appellera 40 ans plus tard la gravitation. Donc c'est vraiment un immense physicien. Il invente la méthode expérimentale, cette idée qu'au fond on ne peut pas étudier directement le ciel, on peut le regarder directement avec des instruments, des télescopes, des jumelles. La Terre, on ne peut pas la regarder, elle est trop compliquée, la Terre, elle est trop mélangée, elle est trop confuse, elle est trop chaotique. Donc pour étudier scientifiquement les mouvements terrestres, il faut reconstruire une nature simplifiée. Et c'est ce qu'il fait. Par exemple, il ne regarde pas les feuilles de l'arbre qui tombent à l'automne, parce qu'il y a du vent et ça ne tombe pas droit. Donc il construit des plans inclinés, il fait rouler des boules, il mesure tout ça, il invente la méthode expérimentale. Et donc il écrit à partir de là, dans un de ses premiers écrits, la nature est écrite en langage mathématique. Ce qui est un retour à l'intuition grecque de Pythagore, bien sûr, pour ceux qui le connaissent. Alors c'est une formule intéressante parce que ça a l'air d'un constat. La nature est écrite. Or, c'est pas un constat du tout. Qu'est-ce qu'il connaît de la nature, le pauvre Galilée à l'époque? Pratiquement rien. On connaît un tout petit peu le ciel, on connaît 2-3 trucs sur la Terre, on connaît pas, il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de biologie. Donc la nature est écrite en langage mathématique. En fait, c'est une prophétie, ou plutôt c'est une formule prospective. C'est le programme. Galilée donne son programme à la science moderne. Donc c'est une formule prospective, et Descartes, j'ai presque envie de dire, il a mieux compris que Galilée lui-même cette méthode expérimentale. Il a mieux compris que Galilée, on aura l'occasion d'y revenir quand on va parler du corps et des animaux dans un instant, il a mieux compris que Galilée la formule même de Galilée. La nature est écrite en langage mathématique, Descartes comprend toute la nature, c'est-à-dire les corps inertes, mais aussi les corps vivants. La totalité de la nature, elle est écrite en langage mathématique, donc on peut la mettre en formule, on peut la mettre en équation, on peut la traduire en formule algébrique, et ainsi on va pouvoir se lancer dans la grande entreprise de mathématisation de l'univers qui avait été initiée à l'époque grecque par Pythagore.
Descartes apparaît aujourd'hui, mais nous en parlerons, j'anticipe un peu, comme le philosophe de la biologie. Il y a un très grand livre qui m'avait beaucoup marqué, je vous en reparlerai dans quelques instants, d'un très bon philosophe du CNRS qui s'appelle Michel Thibon-Cornillo, un livre que je vous recommande si vous arrivez à mettre la main dessus, il a 20 ou 25 ans, qui s'appelle Les corps transfigurés. Dans ce livre, Thibon-Cornillo montre que Descartes, c'est le philosophe de la biologie, alors que la biologie n'est pas encore là. C'est le philosophe de la biologie avant même que la biologie scientifique apparaisse. Donc voilà pour ce premier livre qui est le discours de la méthode, cher Valérie. Juste pour finir sur les écrits de Descartes, j'ai ouï dire, il m'a été rapporté que il faisait ça avec une grande prudence, hein, il savait ce qu'il risquait, et qu'il faisait parfois corriger ses écrits par des hommes d'église pour avoir un certain soutien, entre autres, et qu'il avait une formule que j'ai trouvée au hasard de mes recherches, dans laquelle, voilà ce qu'il propose pour, avoir des écrits prudents, mais néanmoins révéler autour de soi les nouvelles observations, les nouvelles remarques. Il ne faut jamais proposer des opinions nouvelles comme nouvelles, mais en retenant le nom et l'apparence des anciennes opinions, se contenter d'apporter des raisons nouvelles simplement. C'est très, très fin, très stratégique, dirons-nous. C'est stratégique, tu as bien choisi ton adjectif. C'est un stratège. Il a très bien manœuvré avec la religion, il a réussi à éviter les ennuis. Il a réussi à mettre de son côté un certain nombre d'autorités ecclésiastiques. Bon, il a dû fuir la France, bien souvent, pour ne pas trop risquer. Mais il a aussi presque mis dans sa poche, au fond, petit à petit, les docteurs de la Sorbonne, les théologiens. Et on aura l'occasion d'en parler peut-être mieux tout à l'heure. Voilà. Alors, ce qui est très actuel, là, dans le paragraphe qui va suivre, c'est que Descartes semble penser que les êtres vivants sont composés de rouages, de ficelles, de poulies, un peu comme les machines. D'ailleurs, je pense que Christophe, le chanteur, s'il nous entend, s'est inspiré peut-être de ça pour écrire les marionnettes, peut-être. Et peut-être aussi, plus tard, peut-être nous le verrons, vous en parlerez, mon cher Descartes, avec le phénomène de... Vous ? Oui. On se moque donc de ces images et on lui reproche souvent d'avoir considéré des animaux comme de simples machines. Est-ce bien lui qui a parlé le premier des animaux-machines? Est-ce que c'est vraiment lui le premier? Alors on le croit souvent. On le croit souvent. Non, il n'emploie pas. Je vous mets au défi de trouver sous la plume de Descartes la formule animal-machine avec un trait d'union. C'est son disciple, Malebranche, qui était un religieux d'ailleurs, qui emploie cette formule, les animaux-machines. Et à l'époque, il y avait déjà ce qu'on appellerait aujourd'hui des fake news. Il y a une fake news qui circulait sur Malebranche que je ne résiste pas au plaisir de vous rapporter. Les mauvaises langues disaient que Malebranche, après une longue journée de travail, pour se remettre de sa fatigue et de ses émotions, quand il rentrait chez lui le soir, fouettait longuement un chat. Le pauvre chat, bien sûr, miaulait, hurlait de douleur, et Malebranche le regardait droit dans les yeux en lui disant « Tu essayes de me faire croire que tu souffres, que tu as une âme et que tu éprouves de la douleur, alors que tu n'es qu'un ensemble de ficelles, de rouages et de poulies. » Voilà. Donc voilà le pauvre Malebranche, le pauvre chat aussi d'ailleurs, mais enfin voilà ce qu'on raconte. Bon. Donc Descartes est beaucoup plus prudent. Il nous dit simplement il faut considérer les animaux comme si c'était des machines. Alors je dirais plusieurs choses à ce sujet, ça me paraît quand même important. D'abord, il ne faut pas ridiculiser les images de Descartes. C'est vrai que Descartes nous fait sourire aujourd'hui quand il dit les animaux c'est comme des machines avec des ficelles, des poulies, le cœur c'est comme une chaudière. On a envie d'éclater de rire. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je vous pose la question suivante. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? On nous dit l'œil est une caméra. On nous dit le cerveau est un ordinateur. Eh bien moi je vous garantis, je serai malheureusement pas plus là pour vérifier ça, vous peut-être, grâce à l'homme augmenté dont nous parlerons tout à l'heure, mais je suis sûr que dans 3 siècles, on éclatera de rire devant nos images, comme on rit aujourd'hui des images de Descartes. Hein. On utilise des comparaisons des technologies de son temps, ni plus ni moins. Bien. Alors, il faut rappeler le contexte. Le XVIIe siècle, on ne le sait pas toujours, et vous allez voir pourquoi on ne le sait pas toujours, c'est l'époque où il y a des mécaniciens extraordinaires qui construisent des automates plus merveilleux que tout ce qu'on a construit dans les 3 siècles suivants. Il a fallu attendre l'informatique, les puces électroniques pour qu'on fabrique des automates
plus extraordinaires que ceux que construisaient ces extraordinaires mécaniciens, ces horlogers mécaniciens du XVIIe. Donc on a construit au XVIIe siècle des automates androïdes qui dessinaient, qui écrivaient, qui jouaient d'un petit instrument de musique, bon, qui étaient fabriqués avec un soin extraordinaire, qui demandait des années et des années de travail à ces mécaniciens. Malheureusement, il reste très très peu d'exemplaires de ces automates du XVIIe siècle qui ont beaucoup marqué Descartes. Et ça, c'est une des origines de ces comparaisons. Deuxième idée, la logique de la thèse de Descartes. Descartes, au fond, s'est un peu piégé lui-même avec sa thèse dualiste. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, on pourra y revenir tout à l'heure si ça vous intéresse. Qu'est-ce que c'est le dualisme? C'est l'idée qu'il y a deux réalités, de dimensions, de substances, pour employer le jargon des philosophes, et ces deux substances, pour Descartes, complètement hétérogènes, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, c'est l'étendue, l'espace. Il ne parle pas de matière, Descartes, c'est l'espace, l'étendue, ce qui est à trois dimensions. Dans cet espace, il n'y a pas la moindre âme, il n'y a pas le moindre esprit. Hein, c'est un espace mathématique. Et puis, il y a la pensée. Hein, en latin, la res cogitans, c'est la res extasa. Bon. Il y a deux substances. Et au fond, qu'est-ce qui restait comme choix à Descartes? Ou bien Descartes donnait aux animaux une âme, un esprit, une âme, invisible, semblable à la nôtre. Mais alors, vous voyez les problèmes qui s'enchaînent. D'abord, il aurait eu des problèmes, certainement, avec la religion. Et puis, c'est quand même un peu ennuyeux d'accorder une âme aux animaux, parce que si les animaux ont une âme, alors ils sont libres, ils sont donc responsables. Et donc, il faut faire un procès au pitbull qui vous mord le mollet. Tout ça est quand même très, très ennuyeux. Donc, il n'avait pas trop le choix, le malheureux Descartes. Hein. À partir du moment où les animaux ne sont pas dotés de liberté et de responsabilité, il n'y a que l'homme qui est doté de liberté et de responsabilité, ben, il reste le corps. Et qu'est-ce que c'est le corps? C'est de l'étendue. C'est de l'étendue mathématique. Donc, Descartes n'a pas eu le choix. Le corps, c'est une étendue géométrique. Je vous cite une formule qui est très belle, en 1644, dans les Principes de la philosophie. Lorsqu'une montre marque les heures par le moyen des roues dont elle est faite, vous voyez, on retrouve ces comparaisons, les roues, cela ne lui est pas moins naturel qu'il ne l'est à un arbre né de telle ou telle graine de produire tel ou tel fruit. Il n'y a pas de différence entre le naturel et l'artificiel. Tout est machine, au fond. Donc, une montre vous donne l'heure parce que celui qui l'a construit a utilisé des rouages pour faire en sorte que la montre indique l'heure exacte. Eh bien, un arbre, c'est comme une horloge. La preuve, c'est que aujourd'hui, on est capable de truander les pauvres végétaux, de faire, en modifiant les conditions sous serre, de faire en sorte qu'un arbre se mette à produire des fruits en décembre, alors que normalement, il les produit au mois d'avril. Voilà. Donc, un mépris souverain, je dirais, de Descartes pour la nature en tant que telle. Donc, le système de Descartes, au fond, on va dire que c'est un système purificateur. L'ennemi de Descartes, c'est le philosophe qui règne dans toutes les universités depuis plusieurs siècles, c'est Aristote. C'est Aristote. Vous avez tous vu Le Nom de la Rose, ou lu le livre d'Umberto Eco. Hein, on redécouvre Aristote. On l'avait complètement oublié, Aristote. Il avait disparu du paysage, il n'y avait que Platon qu'on connaissait. Et puis on redécouvre Aristote, c'est ce qu'on appelle la première Renaissance. Et puis petit à petit, Aristote va devenir le philosophe reconnu, officiel de la religion catholique. Saint Thomas d'Aquin va opérer une sorte de fusion entre la philosophie grecque et la théologie chrétienne. Et Aristote règne dans les universités européennes. Et Aristote, c'est l'ennemi, au fond, enfin, malgré lui, hein, il ne le savait pas à l'époque, mais au fond, Descartes le considère à juste titre comme l'ennemi de la science moderne. Pourquoi? Parce que il y a des âmes partout chez Aristote. Il y a une pluralité d'âmes. Il y a une pluralité d'âmes. La différence, au fond, entre le caillou et le géranium, c'est que si je laisse un caillou ici et que personne ne vient s'en emparer, dans 300 ans, il sera encore là, il ne va pas bouger de lui-même. Le géranium, il pousse, on peut faire des boutures, donc il a une âme. Donc il y a une âme sensitive, une âme végétative. Les animaux qui se déplacent ont une âme motrice. Alors le mot âme, en fait, il faut parler latin. Hein. En grec, c'est un peu compliqué, c'est psyché, ça a donné psychologie, bon, c'est un joli mot. Mais c'est beaucoup plus clair en latin. En latin, âme, c'est anima. Ben, l'anima, c'est quoi? Ben, c'est ce qui anime, les dessins animés. Hein. L'âme, c'est ce qui anime un corps. Donc, c'est pas ridicule du tout, Descartes. Le problème, c'est que l'âme, elle est invisible. Si le vivant s'explique parce qu'il a une âme sensitive, une âme motrice, une âme végétative et que sais-je encore,
il est inexplicable, parce que personne n'a jamais vu l'âme, personne ne verra jamais l'âme. Hein. La res cogitans, elle est invisible, elle n'est pas spatiale, personne ne peut l'observer, ni directement, ni indirectement. Donc, je vais vous citer, pour en terminer avec cette question, un grand biologiste, personne ne pourra dire le contraire, il est quand même prix Nobel, c'est pas n'importe quoi, on n'en a pas tellement en France de prix Nobel, alors quand on en a un, il faut sauter au plafond, c'est François Jacob. Hein, François Jacob, qui avec Monod et Wolf a eu le prix Nobel de biologie de médecine en 1970. Je vous cite François Jacob, dans son premier grand livre, La logique du vivant. Vous allez voir que c'est parfaitement clair. Le XVIIe siècle se retrouve dans un univers dont le centre de gravité a basculé. Un univers où astres et pierres obéissent aux lois de la mécanique qui expriment le calcul. La nature est écrite en langage mathématique. Dès lors, pour assigner une place aux êtres vivants et pour en expliquer le fonctionnement, il n'y a qu'une alternative. Très fort ce que dit Jacob. Une alternative. Ou bien les êtres vivants sont des machines dans lesquelles il n'y a à considérer que figure, grandeur et mouvement. C'est le vocabulaire même de Descartes. Figure, grandeur et mouvement. Ou bien ils échappent aux lois de la mécanique, mais alors il faut renoncer à toute unité, à toute cohérence dans le monde. Si les êtres vivants exigent une explication différente des objets inertes, alors il n'y a plus de cohérence, le monde n'a plus d'unité, et on ne pourra pas étudier cet ensemble qu'on aimerait bien quand même connaître objectivement, qui est le monde vivant. Dernière phrase de Jacob, devant ce choix, ni les philosophes, ni les physiciens, ni même les médecins ne sauraient hésiter. Toute la nature est machine, comme la machine est nature. Je relis ces derniers mots. C'est un prix Nobel de biologie qui sait à peu près de quoi il parle, même si aujourd'hui on a tendance à contester toutes les autorités. Toute la nature est machine, comme la machine est nature. Donc voilà, ne ridiculisons pas le mécanisme cartésien, la façon dont Descartes aborde le vivant. En fait, on va le voir, c'est peut-être le philosophe de la biologie avant l'heure. Et on va peut-être continuer dans cette direction un instant, Valérie. Effectivement. Alors, ce soir, nous tous, en vous écoutant à l'instant, et longuement et surtout avec beaucoup d'attention, on a vraiment l'impression que Descartes est le philosophe du transhumanisme. Ce dont on parle aujourd'hui, par exemple Ferré en parle beaucoup, ce que les transhumanismes dénomment l'homme augmenté. Par rapport aux automates que l'on a vus déjà, c'était peut-être un début, peut-être un début de réponse. Est-ce exact ou pas? Ah, tout à fait, tout à fait. Je reviens un instant sur le livre de Thibon Cornillo que j'évoquais tout à l'heure, Les corps transfigurés, qui m'a beaucoup marqué. Que dit Thibon Cornillo dans ce livre, que je vous recommande? Il dit, au fond, les généticiens, les biologistes, depuis 4 siècles, ils ont suivi littéralement les règles de la méthode de Descartes. En particulier, les 2 règles que sont l'analyse, découper un objet jusqu'à ses plus petites parties, et puis ensuite la synthèse, recomposer le tout. Et Thibon Cornillo montre qu'on a eu une physique des organes, 17e, début 18e siècle. On découpe l'organe, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le tissu cellule, le tissu musculaire, le tissu nerveux. On découpe le tissu, qu'est-ce qu'on trouve? Découverte du 19e siècle, très importante, on découvre la cellule. On découpe la cellule, et dans la cellule, on trouve le noyau. Et puis on découpe le noyau, et dans le noyau, on va trouver le chromosome, les gènes, l'ADN. Bon, on pense qu'on a trouvé les plus petits éléments, les briques, ce qu'on appelle parfois, par image, les briques de la vie. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a trouvé? C'est un jeu de Lego. Hein. Une fois qu'on a trouvé les plus petits éléments, eh bien on fait la synthèse, on recombine ces éléments. Peut-être on est allé trop vite, peut-être. Hein, bon. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a fait, c'est ce que les biologistes ont fait. Donc qu'est-ce qu'ils font, nos biologistes? Ils s'éclatent comme des bêtes. Hein. Enfin, pas des bêtes, parce que les bêtes n'ont pas d'âme. Mais c'est une mauvaise expression. Nos généticiens, qu'est-ce qu'ils font dans leur laboratoire? Ils fabriquent des animaux que la nature n'a pas prévu de fabriquer. Ils fabriquent des moutons-chèvres. Alors qu'un mouton et une chèvre, ils ne peuvent pas faire un tac-tac ensemble, ça ne produit rien. Eh bien si, ils fabriquent des moutons-chèvres. Ils fabriquent des poulets cailles. Ils fabriquent des bactéries qui mangent du pétrole. C'est très utile dans des marées noires. Bien. Et là, il y a une grande date à connaître, qui est 1980. Moi, j'ai toujours dit, je disais à mes étudiants, peut-être que dans 50 ou 100 ans, on dira, c'est peut-être la plus grande date du XXe siècle. En 1980, vous avez un arrêt de la Cour suprême des États-Unis. C'est la fameuse affaire, vous pouvez tapoter sur Internet, l'affaire Diamonds contre Chakrabarty. Chakrabarty, c'est un biologiste américain qui a fabriqué une cellule qui n'existe pas dans la nature, molécule ou cellule qui n'existe pas. Il veut la breveter. Et le responsable des brevets
qui est Diamond, se dit pas question, on ne peut pas breveter le vivant. Bon, l'affaire va de procès en procès, ça arrive à la Cour suprême. Et en 1980, la Cour suprême des États-Unis a autorisé la brevetabilité du vivant produit par génie génétique. C'est d'une importance considérable. Parce que ça veut dire que ce n'est pas simplement les cellules qui sont brevetables. Si un jour on fabrique, et c'est peut-être déjà arrivé, un homme singe, qui en sera propriétaire? Vous pensez à qui? Non. Moi je disais à mes étudiants, ce serait quand même pratique un homme singe pour descendre les poubelles le soir. Hein, bon. Mais c'était méchant et après je faisais amende honorable. Bon. Donc, qui sera propriétaire? On peut être, si on peut breveter, on est propriétaire. Donc on peut être propriétaire aujourd'hui d'êtres vivants fabriqués par génie génétique. Alors, Descartes, oui, c'est le philosophe du transhumanisme, il n'y a aucun doute à ce sujet. C'est un génie qui anticipe de 4 siècles ce qui se passe aujourd'hui. Alors, ce transhumanisme, bon, il a des aspects très négatifs, mais comme ce soir il s'agit du coaching de Descartes, je vais retenir uniquement les aspects positifs. Grâce aux biotechnologies, grâce à cette mécanique, on peut aujourd'hui commencer à faire marcher les paralytiques, on peut commencer à faire voir les non-voyants, on peut commencer à faire entendre les sourds, on peut commencer à guérir des maladies génétiques, la mucoviscidose, etc., qu'on considérait inguérissables. Et mon collègue et néanmoins ami Luc Ferry écrit régulièrement dans les pages du Figaro que, au nom de quoi pourrait-on s'insurger? Aller dire à un parent de non-voyant, non, non, il ne faut pas le guérir, c'est Dieu qui a voulu ça, il restera aveugle jusqu'à la fin de sa vie. Bon, non, ben non, on peut le guérir grâce au génie génétique. On peut guérir, on pourra guérir très bientôt les maladies génétiques les plus épouvantables. Qui peut être contre ça? Bien. Donc, bien sûr, il y a des aspects très négatifs. Hein, bon. Alors, je rassure les âmes sensibles, j'ai beaucoup critiqué le transhumanisme, je vous renvoie à des articles ou des conférences que j'ai faites sur le sujet, mais ce soir, je veux retenir uniquement la dimension positive de Descartes, c'est pour ça que j'élimine cet aspect négatif, on pourra éventuellement dire un mot dans le débat tout à l'heure. Donc, malgré les excès du transhumanisme, il me semble qu'on peut accorder à Descartes que sa métaphysique dualiste, elle a permis des progrès considérables. Les progrès des sciences, les progrès des technologies. Nous vivons désormais dans un monde qu'on peut appeler cartésien. Bon, l'esprit cartésien, il faut se méfier beaucoup des adjectifs, je vous le disais déjà la semaine dernière, hein, avec stoïque. Bon, Descartes n'est peut-être pas cartésien, mais notre monde, lui, est cartésien aujourd'hui. On vit dans un monde cartésien parce que Descartes a compris que grâce à la science, on pouvait aller dans une direction qui est celle qui nous rendra maîtres et possesseurs de la nature, suivant une formule à la fois inquiétante et en même temps assez exacte. Et donc, on va pouvoir modifier cette nature, l'améliorer. Est-ce une amélioration? C'est un grand débat. En tout cas, la transformer. Et en particulier, améliorer, transformer. Et c'est la logique même de tout ce qui s'est passé, si vous réfléchissez bien. Bon, ça fait des siècles déjà qu'on transforme les animaux. À coup de croisement, hein, ça s'appelle l'élevage. Bon, on a transformé les plantes. Un livre très récent montrait il y a quelques années que pratiquement, si vous regardez autour de vous en vous promenant dans la campagne française, aucun des arbres, aucune des plantes, aucune des fleurs que vous voyez n'était là il y a quelques millénaires. C'est tout, c'est issu des voyages, c'est issu des transplantations, des mutations, du génie des botanistes. Bon. Donc qu'est-ce que c'est la nature qu'il faudrait sauvegarder? Bon, c'est un grand point d'interrogation. Bien. Voilà, donc je pense effectivement que ce Descartes-là, il annonce une ère qui est celle d'aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Juste une précision concernant Descartes, quand vous dites qu'il est cartésien. Parfois on entend je suis cartésien, pas mystique. Or, il me semble qu'il était aussi croyant, même si il a eu quelques soucis, ou en tout cas il a évité d'en avoir avec la religion, donc ce n'est pas contradictoire. Non, tout à fait. Cartésien et mystique. Complètement. Les rêves qu'il a fait jeune, c'était des rêves extrêmement mystiques. Il donne des preuves de l'existence de Dieu. Il ne fait pas semblant, je ne pense pas. Certains ont imaginé, parce qu'il a dit j'avance masqué, que Descartes faisait semblant de non, il ne fait pas semblant. Il a besoin de Dieu, comme Einstein aura besoin de Dieu quand Einstein dit Dieu ne joue pas au dé, hein, dans cette célèbre formule du XXe siècle. Descartes, c'est la même chose. Il a besoin d'un Dieu qui soit un garant
de la mathématisation de l'univers, de la stabilité des choses que l'on observe. Un Dieu qui ne soit pas un Dieu joueur, si vous voulez. C'est l'hypothèse du malingénie dans les méditations, pour ceux qui l'ont lu. Hein. Imaginez un Dieu joueur. Ah ben demain, je vais changer un peu la formule de gravitation. Ça serait rigolo, non, hein? On va changer un petit peu les lois de l'univers. On va voir comment ça fait. Hein. On va faire bouillir l'eau à 100 degrés plutôt qu'à 90. On va voir ce qui se passe. On va s'éclater comme des bêtes. Bon, non, Dieu est sérieux. Il a donné à l'univers ses lois. Il aurait pu donner des lois complètement différentes, dit Descartes. Hein. Il n'était pas obligé. Hein. On parlera de liberté dans quelques instants. Mais une fois qu'il a mis l'univers en mouvement, ben, il ne s'occupe plus de ça. Ça tourne. Il ne change rien. Il est fiable. On a besoin d'un Dieu fiable. Voilà. Donc, oui, Descartes, non, je crois qu'il est effectivement très marqué par... il a besoin dans son système de l'idée de Dieu. Voilà. C'est tout à fait certain. Qui va le suivre d'ailleurs tout au long de sa vie et tout même au long de sa dans vie. ses démarches. Complètement. Il est temps donc maintenant de revenir au second Descartes que vous avez évoqué tout à l'heure, en début de L'inventeur coaching, du je pense. Voilà. Du Descartes, inventeur du je pense. Vous m'avez confié que le je pense donc de Descartes a été très mal compris. Pouvez-vous reprendre ce point pour nos amis et pour moi aussi, je dois bien vous l'avouer. Alors ça, c'est tout à fait essentiel. Moi, je dois à un philosophe que j'ai la chance de bien connaître. Je l'ai invité à faire des conférences à mes étudiants, qui s'appelait Michel Henry, dont je vous recommande la lecture. C'est un homme remarquable. Je dois à Michel Henry de m'avoir ouvert les yeux sur Descartes. Le second Descartes est plus étonnant en fait que le premier Descartes. On va en parler à partir de maintenant. Le premier a inventé l'objet. On a vu ce que ça voulait dire. Mais Descartes a aussi inventé le sujet. Les deux sont peut-être inséparables. Le sujet. Si on lit bien Descartes, on va le voir dans quelques instants, et ça surprend beaucoup si on dit les choses comme ça, le subjectif est beaucoup plus certain que l'objectif. Le subjectif est beaucoup plus fiable que l'objectif. Et je vous démontrerai pourquoi, et c'est être cartésien, que fidèle à Descartes, que de dire ça. Je pense, qu'est-ce que ça veut dire, dira Michel Henry dans ses livres. Ça veut dire en fait je ressens, ça veut dire j'éprouve, ça veut dire que je fais une expérience intérieure qui est la mienne, que les autres ne voient pas, que je suis seul à faire. Bon, quand j'ai froid, les autres ont beau me dire on crève de chaud, ben j'ai froid, je vous emmerde. Hein. Bon, personne ne va me faire croire que j'ai chaud quand j'ai froid, hein. Il n'est pas né celui-là. Hein. Bon, c'est la chose la plus fiable qui existe. J'ai froid, j'ai peur, j'ai mal, donc je pense, ça veut dire j'éprouve, je ressens. Hein. Je fais une expérience intérieure, une expérience invisible, puis c'est une expérience de l'âme. On va y revenir tout à l'heure. Donc ça veut dire j'éprouve. Donc tandis que le Descartes galiléen, il a été donc le Descartes qui anéantit la vie d'une certaine manière. Il n'y a que des corps machines. Bon. Le Descartes du cogito, il fait du vivant le seul être qui ressent. Et donc si Descartes avait été peut-être un peu plus cohérent, il n'est peut-être pas assez cartésien, notre Descartes, hein, il aurait dû donner une âme en tant que capacité de ressentir, d'éprouver aux animaux. Il ne l'a pas fait. Bon, il ne l'a pas fait parce qu'il veut qu'on étudie scientifiquement et il veut qu'on mathématise la vie. Voilà pourquoi il ne l'a pas fait. Bon. Donc, je crois qu'on confond, quand on parle de conscience, on confond deux choses. C'est ce que Michel Henry a passé sa vie à hurler, si j'ose dire, tellement il se sentait incompris, le malheureux Michel Henry. Au fond, on confond, quand on parle de conscience, la conscience réflexive. La réflexion, c'est une des capacités de la conscience. C'est vrai qu'être conscient, ça peut vouloir dire se regarder soi-même, s'interroger, se regarder dans le miroir. Ça peut être une capacité, mais c'est pas la capacité, c'est pas ça la conscience. La conscience, la pensée, c'est d'abord éprouver. Je ressens, j'éprouve. Et on verra qu'il y a des textes de Descartes qui sont absolument indiscutables quand on défend cette hypothèse. Donc je pense, on va voir que ça veut dire deux choses au fond. Ça veut dire d'une part, je suis un individu, je ressens et je ressens ce que les autres ne ressentent pas, ou en tout cas les autres ne peuvent pas ressentir ce que je ressens. Moi, je peux leur dire, mais personne n'a jamais ressenti ce que je ressens. Mes étudiants étaient un peu choqués en début d'année quand je leur disais, dans mon cours sur Descartes, vous avez jamais ressenti la douleur du voisin. Alors il y en a qui protestaient, surtout les filles, hein, qui sont un peu romantiques encore un jour. Oh non, quand même, oh, si, les mères elles ressentent. J'ai dit, écoutez, je vais vous donner une preuve absolue. Ne me dites pas que vous avez jamais, étant enfant, couillonné votre mère. Maman, j'ai mal au ventre, je ne peux pas aller à l'école. Votre mère, elle a senti que dalle. Que dalle, comme on dit. Hein. Elle croit qu'elle sent tous les mères. Elle nous mène en bateau, elle sent que dalle. Hein.
Personne n'a jamais ressenti la douleur du voisin. Alors si vous faites ça tous les matins, la mère finira par s'inquiéter. Bon, mais non, on peut truander. Et je leur disais, si vous ne me croyez toujours pas, je fais venir dans la salle de classe mon homonyme parfait qui a joué dans Plus belle la vie, il a une plus belle carrière que moi, hein, il s'appelle Philippe Granarolo, comédien marseillais. Je le fais venir dans la salle de classe, il va vous parler, puis tout d'un coup il va se mettre à hurler de douleur, il va nous faire croire qu'il a un infarctus, les filles vont pleurer, les mecs vont téléphoner, et puis il va se lever en hurlant de rire. Je vous ai bien eu. Vous avez cru ressentir sa douleur, il ressentait rien. Voilà. J'ai jamais ressenti la douleur du voisin. Donc, cogito, ça veut dire je suis un individu, prisonnier en quelque sorte de ma vie intérieure auquel les autres n'ont pas accès. Et deuxièmement, cogito, ça veut dire dans cette vie intérieure, il y a aussi un autre sentiment indiscutable qui est la liberté. Voilà. Je pense, je suis un individu, je pense, je suis libre. Alors je suis libre, on a vu la semaine dernière avec les stoïciens, je ne parle pas ici de la liberté au sens des stoïciens de Spinoza, je parle du libre arbitre bien sûr, qui est une des formes de la liberté. Donc il y aura un héritier du libre arbitre de Descartes qui s'appelle Jean-Paul Sartre, on en parlera peut-être avant de terminer tout à l'heure. Alors il est important maintenant de reprendre point par point ce que vous venez de dire, commençant par la première expérience que vous avez indiquée. Je pense, je suis un individu, comment faut-il entendre? Mais si vous me le permettez d'abord, je pense, j'aimerais en faire... Je vous permets tout Valérie, vous le savez. Beaucoup. J'aimerais en faire l'expérience comme nous l'avons faite tout à l'heure avec des cartes à jouer et des cartes routières. Donc je pose mon micro quelques secondes pour vous faire ça en direct, dans le je pense, à ma manière, en amateur éclairé. Je pense moi aussi. Et pour ceux éventuellement qui voudraient, vous pouvez aussi penser, j'ai une boîte, n'hésitez pas. On peut penser avec un E et avec un A. Le tout, c'est de penser correctement, j'ai envie de dire. Tout à fait, absolument. Donc, pour en revenir à la question... Elle ne m'a pas prévenu. Hein, non, du tout. Pourriez-vous y répondre? Bien. Très joli en plus. Alors, on va essayer. Donc, je pense que je suis un individu. Bien. On a dit, Descartes découvre l'objet, il découvre en même temps le sujet qui découvre l'objet. Le problème, c'est quoi? C'est que Descartes va nous présenter sa découverte qu'il nous présente comme une évidence, la lumière naturelle. Je pense, et je ne peux pas douter que je pense. Je ne peux pas douter que je doute. Pourquoi? Parce que si je doute que je doute, je doute. On est d'accord jusque-là? Donc il y a une seule chose qui échappe au doute, c'est le doute lui-même. Et en latin, Descartes dira dubito ergo sum. Hein? Je doute donc je suis. Je doute donc je suis. Bien. Donc Descartes nous présente sa découverte, qui est un peu comme l'œuvre de Christophe Colomb. Une fois qu'on a lu Descartes, on se dit mais comment ça se fait que personne n'ait jamais dit ça avant lui? Alors je vais essayer de répondre à cette question. Comment ça se fait que cette évidence n'ait été énoncée par personne, peut-être un peu par saint Augustin, qui a une formule assez proche au IVe siècle. Mais sinon, comment se fait-il qu'il faut attendre le XVIIe siècle pour qu'un philosophe nous dise la plus indubitable de toutes les vérités, la plus indiscutable, c'est pas Dieu, c'est pas le monde, c'est je pense. Voilà, c'est la plus indiscutable de toutes les vérités. Pourquoi il faut attendre Descartes pour nous dire ça? Bien, bon, il faut répondre à cette question. Je pense, j'ai une expérience intérieure. C'est vrai que Descartes a peut-être le tort, mais peut-être pas, de nous présenter cela au terme d'un processus très complexe. Je doute, je me demande si je rêve, peut-être que j'ai tout inventé, peut-être que je vous ai inventé, peut-être que ce soir il n'y a que moi qui suis là, hein, vous n'existez pas, vous faites partie de mon rêve. Bon, un peu comme dans un rêve, hein, je vous ai inventé ce qu'on appelle le solipsisme. Eric Emmanuel Schmitt, qui est un bon écrivain que vous connaissez, que j'aime beaucoup, a écrit un petit roman là-dessus, la secte des... Je sais pas le titre, c'est pas la secte des solipsistes, mais c'est un terme équivalent. Donc je peux effectivement me demander, à un moment donné, dans ma pensée qui est presque un délire, et si j'étais le seul être existant. Hein, j'ai inventé le monde. Bon. Hop, regardez les enfants comme ils sont cartésiens. Hein, bon. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant quand il met la main devant les yeux? Tu me vois plus. Vous vous souvenez le traumatisme de votre enfance? Quand vous avez compris que l'enfant qui dit tu me vois plus, en fait c'est lui qui voit que dalle et les autres continuent à le voir. Ça finit chez le psychanalyste, ça. C'est insupportable cette découverte. Quand je ferme les yeux, c'est moi qui vois plus. Alors l'enfant il est persuadé que effectivement il disparaît et que tout disparaît puisqu'il ne voit plus, les choses n'existent plus. Bien. Donc
Faire cogito, ça veut dire je fais l'expérience de ma vie intérieure. Et nul ne peut pénétrer cette forteresse. Vous avez un psychanalyste américain que vous connaissez, qui est Bettelheim, qui a écrit La forteresse vide, qui est un très beau livre. Bon. Nul ne peut pénétrer cette forteresse, qui est mon moi, qui est ma vie intérieure. Bien. Alors, comment se fait-il? Je repose ma question. Il faut attendre Descartes et le XVIIe. Il y a une réponse qui est relativement simple et historique. C'est le lien qui unit Descartes, le cogito, au tournant, qu'on peut appeler le tournant individualiste de la modernité. Un grec de l'époque de Platon ou de l'époque des stoïciens, on en parlait la semaine dernière, il se sentait d'abord citoyen d'Athènes, bien plus qu'individu. Un chrétien du Moyen-Âge, il se sentait membre de l'Église du Christ, bien plus qu'individu. Bon. Donc il faut attendre le XVIIe, XVIe, XVIIe siècle, et en particulier un événement considérable qui est la réforme protestante. C'est les protestants qui ont inventé au fond cette idée de l'individu en rapport direct avec Dieu. J'ai pas besoin d'église, j'ai pas besoin d'intermédiaire, je suis en relation directe. Bon, c'est cette réforme protestante qui a mis en place les éléments qui vont permettre au fond l'individualisme de Descartes et de la modernité. Sans ce contexte, Descartes n'aurait pas pu ancrer la vérité dans le sujet pensant. Alors cette solitude radicale dont j'ai parlé tout à l'heure, elle a évidemment quelque chose d'un peu effrayant. Même si on est hypocrite sur ce point, on est très hypocrite. Hein. Bon. J'aimerais vraiment pénétrer la pensée de l'autre. Ma femme qui me dit depuis 20 ans qu'elle m'aime. Ah! Et si elle mentait effrontément depuis 20 ans, hein? J'en sais rien au fond. Bon. J'en sais rien. Vous savez, aujourd'hui, il y a la mode des divorces très tard. Hein. Il y a des couples qui sont ensemble depuis 50 ans, et puis un beau matin, il y a la nana, parce qu'en général, c'est elle. Hein. Elle dit à son mec, mais je t'ai jamais aimé, je peux pas te voir depuis 50 ans, tu me fais vomir. Alors quand est-ce qu'elle dit la vérité, la nana? Aujourd'hui? Elle a menti pendant 50 ans, elle dit la vérité aujourd'hui, ou elle ment aujourd'hui? Bon, très compliqué. Qu'est-ce que l'autre éprouve vraiment? Alors on dirait, elle me donne des signes, oui, mais on retrouve la comédie de tout à l'heure, je peux donner des signes de l'amour et ne rien éprouver du tout. Hein. Bon. Donc c'est un peu inquiétant ça. Mais on est hypocrite. Moi, je voudrais bien pénétrer vos consciences, mais je voudrais surtout pas que vous pénétriez ma conscience. Attendez, oh, pas exagérer, non? Je veux pas que vous lisiez en moi un livre ouvert. On est d'une hypocrisie folle à ce sujet. Hein. On voudrait voir en l'autre, mais on ne veut pas que l'autre voie en soi. Bon. Je détesterais que l'autre pénètre à l'intérieur de ma conscience. Voilà donc cette solitude au fond du sujet, dont on dira peut-être un autre mot tout à l'heure. Mais dans ce doute méthodique... Non, on va sauter ça. Oui, bon, c'est comme vous. Oui. Non, vous ne sentez pas, vous êtes fatigué. Non, on va essayer, c'est une question de timing. Je ne veux pas lasser mon public, donc on va sauter ça. On va passer à la seconde identité. Après, pourtant, quand on aime, on ne compte pas. Mais non, après, c'est vrai. On ne sait jamais. Non, il faut qu'on ait le temps d'échanger, de discuter, c'est important. Votre seconde identité était je pense, avec un E. Je suis libre. Voilà. En quoi Descartes est-il le premier grand philosophe de la liberté? Et qu'est-ce que la liberté pour lui, pour chacun de nous en fait? Comment lui la définit-il finalement? Alors elle fait partie de l'expérience intérieure. Hein. Il y a une phrase essentielle. Notre liberté se connaît sans preuve par la seule expérience que nous en avons. Sans preuve. Alors sans preuve, c'est à la fois positif et négatif. Ça veut dire, c'est positif, ça veut dire, c'est tellement évident que ça n'a pas besoin d'être prouvé. On sait tous qu'on est doté de cette liberté, de ce libre arbitre. Mais sans preuve, c'est un peu ennuyeux, ça veut dire on ne peut pas la prouver non plus. Il n'y a pas de démonstration de la liberté. Donc Descartes, il a inventé l'hypothèse du libre arbitre, je dirais de toute pièce. Hein, c'est l'inventeur du libre arbitre. Et il nous compare, je le disais à propos des stoïciens, je crois, la semaine dernière, à des voyageurs perdus dans la forêt. J'avais employé une image corse, alors je ne veux pas vous lasser, je ne vais pas reprendre l'image corse, je vais prendre une autre image. Je sais que j'ai à mes côtés une remarquable cueilleuse de champignons. Moi, je vais rarement aux champignons, mais je reviens souvent avec un panier vide. Hein. Elle, je la vois dans ma copropriété. Elle revient avec des paniers qui débordent de champignons. Même sous la torture, elle ne vous dira pas où elle les trouve. Bon. Donc, j'ai employé cette image à destination de Valérie. Après, tous les champignons sont bons. Certains sont bons qu'une fois. Voilà, d'accord. Certains sont bons. Bien. Donc, je vais à la cueillette aux champignons. J'ai laissé ma voiture dans un petit village du Moyen-Var ou du Haut-Var. Je pars dans la forêt profonde. Je fais plusieurs kilomètres, je suis tout content. Valérie m'a indiqué un coin pour une fois. Elle a fait acte de bienveillance. Donc je remplis mon panier. Et puis je décide de revenir à ma voiture.
Et puis à mi-parcours, la forêt est très profonde, j'ai pas fait attention un peu, j'ai pas de boussole. Il y a deux petits chemins là devant moi, une bifurcation. Il y a un chemin qui part à droite, un chemin qui part à gauche. Je décide de prendre le chemin de droite. J'ai aucune indication, je sais pas du tout où je vais aller. Puis je fais 2 kilomètres, je me suis trompé. J'arrive à un village, c'est pas le bon village. Donc je remonte, je prends le chemin. Bon. Est-ce que je peux me faire des reproches? Bien sûr que non. C'est parce que justement je suis arrivé au mauvais village que je sais que c'est la mauvaise route. Bien entendu, si j'avais à refaire l'expérience, je prendrais le bon chemin. Je ne suis pas débile, je ne vais pas dire j'ai pris la première fois le chemin de droite, c'est pas le bon, mais je le reprends quand même. Je suis têtu. Descartes dit d'ailleurs curieusement dans une lettre, ce serait quand même peut-être une preuve de liberté. Bon, j'ai fait une connerie, je la refais pour me prouver à moi-même que je suis libre. Non, c'est pas très sérieux. Non, bien sûr, si j'ai une indication, si j'ai une information, j'en tiens compte. Mais nous sommes en fait dans la plupart des moments de notre vie. Et elle est jolie cette image. Des voyageurs perdus dans la forêt. Je ne sais pas où va me mener le chemin que je prends. Que ce soit un chemin professionnel, sentimental, sportif. Où va me mener le chemin que je prends? On verra bien. J'en sais rien à l'instant T. Bien. Eh bien, cette liberté, elle est infinie. Pourquoi elle est infinie? Parce qu'elle ne peut pas avoir de degré. Il y a un chemin à droite et un chemin à gauche. Je prends ou le chemin à droite ou le chemin à gauche. Il n'y a pas de demi-liberté, où je suis libre, où je suis déterminé, où je suis obligé, contraint absolument, même si je voulais prendre le chemin de gauche, c'est le chemin de droite vers lequel je suis poussé par la nature, par les éléments, par Dieu, que sais-je. Non, je suis libre, c'est-à-dire que je choisis. Et Descartes a raison de dire qu'on sent davantage notre liberté dans ces petites décisions, j'allais dire dans ces micro-décisions. Il appelle ça la liberté d'indifférence. Que dans les grandes décisions. Pourquoi? Parce que dans les grandes décisions, on raisonne, on essaye d'avoir des arguments, on essaye de se persuader qu'on a raison de prendre le chemin de droite ou le chemin de gauche. Mais dans les petites décisions, votre réveil sonne le matin, c'est pas votre réveil qui vous fait sortir du lit. Qu'est-ce que je fais? Je reste encore 10 minutes au lit, allez, de toute façon, j'irai un peu plus vite sous la douche. Ou bien non, je me lève. Ces micro-décisions. Qu'est-ce que je fais? Je donnais l'exemple suivant à mes étudiants du Mont. On avait 2 escaliers qui montaient au 2e étage des classes prépa. Je prends l'escalier de droite ou l'escalier de gauche? Je prends un des 2 escaliers, voilà. Et puis la semaine suivante, je prendrai l'autre. Voilà. Liberté, ça n'a pas de conséquences. J'arriverai de toute façon au même endroit, dans ma salle de classe. Voilà. Donc liberté d'indifférence. Et je répète la formule, notre liberté se connaît sans preuve par la seule expérience que nous en avons. Voilà la thèse cartésienne sur la liberté et le libre arbitre. Puis je me permets juste une petite question. Bien sûr. Est-ce qu'on se sent plus libre parce qu'on a des contraintes et donc on peut faire un choix? Oui. Ou est-ce que lorsqu'il n'y a pas de contraintes, se sent-on libre ou perdu finalement? Non, je crois que alors là, c'est tu anticipes, tu m'amènes au point suivant que je voulais développer. Celui qui parle de... Tu as employé quel mot là? Tu dis l'inquiétude, non? Qu'est-ce que tu as employé comme... Perdu. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est un disciple de Descartes qui s'appelle Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre est très cartésien sur ce thème-là. Bon. Mais il va insister, ce que ne fait pas du tout Descartes, sur l'angoisse. Le fait que je choisisse et que je ne suis pas contraint du tout, je peux prendre la route de droite, je peux prendre la route de gauche, c'est d'une angoisse insurmontable. Parce que je ne sais pas où je vais aller. Et puis, je suis seul à décider. Je vais pas trouver des... Nous sommes seuls, sans excuse. La formule de Sartre, elle est très forte. Je vais dire, vous savez, j'ai pris la route de droite parce que quand j'avais 5 ans, je me promenais avec mes parents et ils prenaient toujours la route de droite. Alors c'est la faute à papa, maman. Bon, non, c'est toi qui as pris le chemin. C'est toi tout seul. Tu aurais pu prendre l'autre. Et tu le sais très bien, parce qu'on sent tous le libre arbitre. J'aurais pu prendre le chemin de gauche, j'ai pris le chemin de droite. Bon. Alors oui, c'est très important ça, parce que dans l'histoire, lorsque des hommes font de mauvais choix, et n'oubliez pas que Sartre parle au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au lendemain de la Shoah, au lendemain du nazisme. Bon, vous avez Eichmann à Jérusalem qui dit « moi j'ai obéi aux ordres ». Ouais, mais tu aurais pu ne pas obéir, il y en a qui n'ont pas obéi. Bon, on est entièrement responsable, entièrement libre de tous nos choix, et c'est un aspect angoissant. Alors Descartes, c'est pas Jean-Paul Sartre. Au lieu d'insister sur l'angoisse, sur le fait qu'on est perdu, comme disait Valérie, il insiste au contraire sur la formidable libération que ça nous apporte, ça, le choix. Je vous cite la belle formule du discours de la méthode. Cette idée, dit Descartes, cette idée que j'ai le choix, elle fut capable dès lors de me délivrer de tous les repentirs et les remords
qui ont coutume d'agiter les consciences de ces esprits faibles et chancelants, qui se laissent aller inconstamment à pratiquer comme bonnes les choses qu'ils jugent après être mauvaises. Les esprits faibles et chancelants, j'en vois pas en face de moi, et je vous en félicite, mais vous en connaissez autour de vous, hein, des gens qui effectivement se font des reproches, se disent j'aurais pas dû. Non, il faut regarder devant soi. C'est parce que j'ai fait l'erreur que je sais maintenant que c'était pas le chemin qu'il fallait prendre, mais c'est maintenant que je le sais. Tout à l'heure, et je ne dois absolument pas m'en vouloir. Il faut toujours regarder en direction de l'avenir. On n'a jamais à nous reprocher nos choix parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Quand on a l'information, ben bien sûr, mais on a rarement l'information. On est des voyageurs perdus dans la forêt. J'adore cette image cartésienne. Elle correspond à notre vécu le plus profond. On ne sait pas où on va quand on prend un chemin. Bon. Et puis on s'aperçoit parfois qu'on s'est trompé. Mais il ne faut pas être têtu, bien sûr. Il ne faut pas être têtu. Si je m'aperçois que le chemin est mauvais, ben, je change. Je fais un nouveau choix. Hein, il ne s'agit pas de s'entêter. Hein. J'ai découvert que ce chemin menait à la catastrophe, ben, je le reprends quand même. Non. Alors il y a une idée que je vous donne qui m'avait intéressé dans un livre qui s'appelle Le paradoxe de la stratégie, qui nuance un peu ce que je viens de dire. Il peut arriver qu'on choisisse un chemin dont on est presque sûr que ce soit un mauvais chemin, et à la fin, on gagne. Je vous donne deux exemples. Les méchants Vietnamiens, pendant la guerre du Vietnam, ils avaient amené le plus gros ordinateur de la planète, un truc qui était grand comme l'esplanade de Gérard Philippe, parce qu'à l'époque, on ne savait pas trop miniaturiser. Et ils avaient tout mis dans le gros ordinateur. La météo, les croyances religieuses des Vietnamiens, tout. Et l'ordinateur leur avait sorti, après avoir mouliné, les Nord-Vietnamiens n'attaqueront jamais pendant la fête du Tet, c'est une fête sacrée, et ils n'attaqueront jamais pendant la saison des pluies. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les méchants Vietnamiens? Ils ont attaqué pendant la fête du Tet et pendant la saison des pluies, et ils ont foutu la pâtée aux Américains. Voilà. Il ne fallait pas croire l'ordinateur. Voilà, donc, on peut... Vous avez un autre exemple, si vous aimez le tennis, Roland Garros, il y a 15 ou 20 ans, personne n'osait attaquer Connors sur son coup droit, hein, ou sur son revers, peu importe. Ben, on va dire, non, peut-être au revers, parce qu'il avait un revers monstrueux. Et vous avez un petit Français, il était mal classé, il était 200e mondial. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pilonné Connors sur son revers. Et le pauvre Connors, il ne savait plus où il habitait, il a perdu le match. Voilà. C'est parfois une bonne stratégie d'attaquer l'adversaire là où il est très très fort, parce qu'il est déstabilisé, il est persuadé qu'on va l'attaquer sur son point faible, et on l'attaque sur son point fort. Voilà, je referme la parenthèse, mais c'est quand même intéressant tout ça. Donc on n'a jamais à se reprocher nos choix, voilà ce qu'on peut dire sur ce plan-là. Voilà, ma chère Valérie. Finalement, nos erreurs nous enseignent. Voilà, tout à fait, bien sûr. Alors, le temps passe vite finalement, hein, et nous arrivons donc au terme de ce coaching, ce deuxième de Descartes. Pouvez-vous, si vous pouvez hein, éventuellement, résumer les principaux résultats auxquels vous êtes parvenus? Alors, je vais essayer en tout cas de faire une petite synthèse pour déclencher, entamer notre débat, qui est le moment le plus important sans doute. Alors, on a dit qu'il y avait deux Descartes. Le premier, c'est le Descartes inventeur de l'objet scientifique. C'est le Descartes théoricien de la science moderne, administrateur de la physique galiléenne, comme le dit François Châtelet. Bien. Je crois que ce Descartes peut nous aider aujourd'hui. Beaucoup nous aider. Pourquoi? Parce que nous vivons un moment où l'universalité de la science, vous le savez autant que moi, est remise en cause dans toutes sortes de discours, complotistes, wokistes. On nous dit la science, elle est occidentale. Donc les mathématiques sont occidentales. Tout ça, c'est culturel. Bon. Honnêtement, je ne le pense pas. Et Descartes peut nous libérer de cette idée dangereuse. Il est vrai que la science, telle que nous l'entendons, est née en Occident, en Grèce et ensuite en Italie et en France à la Renaissance. Elle n'est pas pour autant occidentale. Qu'est-ce qu'il y a de grec dans 7 x 5, 35 ? Celui qui répond aura droit à une double ration de rosée hein, dans un quart d'heure. Qu'est-ce qu'il y a de grec dans 7 x 5, 35 ? Qu'est-ce qu'il y a de grec dans le fait que les trois angles d'un triangle sont égaux à deux droits en géométrie plane? Bon, qu'est-ce qu'il y a de grec, qu'est-ce qu'il y a d'italien dans la loi de la chute des corps de Galilée?
j'attends qu'on me réponde à cette question. Hein. La science est née en Occident, mais elle n'a rien d'occidental. Elle est humaine, elle est la propriété de l'humanité entière. Et les abrutis, parce que j'ai pas peur d'appeler un chat, c'est pour ça que certains parfois sont un peu perturbés par mon discours, mais je ne changerai pas. N'espérez pas me faire changer. Donc il y a des abrutis qui nous disent aujourd'hui que les mathématiques sont occidentales, que la science est occidentale, que tout ça c'est culturel. Non, c'est pas culturel du tout. La science commet des erreurs, elle les corrige, elle est la seule qui peut corriger ses propres erreurs. Donc sur ce plan-là, je crois que Descartes est très utile et on pourra y revenir si ça vous intéresse. Sur le Descartes du cogito, qui est peut-être le meilleur Descartes, même si c'est très minime dans son œuvre, hein, je pense. Bon, très minime. Bon. Mais c'est peut-être sa grande pensée, sa grande découverte. Je verrai 3 leçons à tirer qui peuvent nous aider aujourd'hui. Première leçon, Descartes, on l'a vu, c'est le philosophe de l'individualité. Et en cela, il est le meilleur rempart contre les menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'individualité, les menaces grégaires, les menaces totalitaires. On ne veut plus d'individus qui pensent par lui-même, on veut des animaux bien dressés qui marchent au pas. Bon, on croyait que c'était derrière nous tout ça, ben non, c'est peut-être pas derrière nous. Hein. Donc, un philosophe de l'individualité comme Descartes, c'est une formidable ressource pour lutter contre les dérives que j'appellerais totalitaires pour aller vite. La seconde leçon, Descartes, c'est le philosophe du bon sens. Vous savez qu'il emploie cette formule qui a été souvent critiquée. Le bon sens, c'est la chose du monde la mieux partagée. Qu'est-ce qu'il veut dire dans cette formule? Il veut dire tous les hommes sont dotés d'une faculté de juger qui est indépendante de leur formation, de leur culture, de leur connaissance. Quand on leur met devant les yeux les données d'un problème, ils sont capables de choisir. Et ça, c'est une affirmation d'une extrême importance parce que c'est une affirmation sans laquelle la démocratie ne peut pas exister. Il faut supposer que tout citoyen, et c'est pour ça qu'on donne à Philippe Granarolo bac plus 15, comme j'aime à le rappeler, sans rouler des mécaniques, docteur d'État, j'ai déposé dans l'urne un bulletin de vote. Et l'individu que je rencontre au bistrot bourré de pastaga qui semble rien comprendre à rien, il dépose un bulletin. Ben, c'est tout à fait normal, hein. Il n'y a aucune raison qu'on me donne 25 bulletins, moi, parce que j'ai fait des études supérieures. On a le même jugement, on a la même capacité de juger un homme, une voix. Hein, bon. Et ça, c'est Descartes qui invente ça. Donc Descartes, au fond, anticipe sur la Révolution française, sur le suffrage universel. Le bon sens est la chose la mieux partagée. Je suis obligé de croire en ça si je crois en la démocratie. Je peux ne pas croire à la démocratie, attention, c'est un autre débat. Mais si je veux défendre l'idée démocratique, je suis obligé de penser que tous les citoyens ont une capacité de juger équivalente. Chacun d'entre eux déposera un bulletin dans l'urne, et puis c'est, comme dira Rousseau, la volonté générale qui l'emportera à la fin. Donc, vous avez un grand héritier de Descartes au XVIIIe siècle qui s'appelle Kant. Kant écrit un merveilleux texte qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» Un texte que je vous recommande, ça fait 8 pages à peine, un merveilleux texte. Et il emploie, à un moment donné, la formule latine « sapere aude », ose savoir, ose te servir de ton entendement, on dirait aujourd'hui, de ton intelligence, ose te servir de ton intelligence. Tu as la même capacité de jugement que n'importe quel autre humain. Le bon sens est la chose la mieux partagée. Vous voyez, c'est pas tout à fait peut-être ce qu'on vous avait dit de cette formule-là. Et puis la troisième, Descartes, c'est le philosophe du libre arbitre. Alors, je ne vais pas défendre le libre arbitre alors que j'ai défendu une autre conception de la liberté avec les stoïciens et que j'en défendrai une autre dans une semaine avec Nietzsche. Mais je dirais simplement quand même que le libre arbitre, au fond, a le mérite de nous donner confiance en nous-mêmes, dans nos propres ressources. Nous avons tous la capacité de choisir notre chemin, indépendamment de notre éducation, de toutes les influences qu'on a subies. On a tous subi des influences. Hein. Être éduqué, c'est être influencé. Mais à un moment donné, eh bien, c'est moi qui choisis mon chemin et moi seul. C'est à la fois inquiétant et euphorisant. Donc, c'est le philosophe du libre arbitre. C'est le philosophe qui nous donne confiance dans nos propres ressources. Voilà, je crois, ce second Descartes. 3 bonnes raisons de le choisir comme coach. J'espère vous avoir convaincu et maintenant nous allons le vérifier avec vos questions. La parole est à vous. Dites-moi et je me déplace.
Comme dirait Newton, sûrement une question qui tombe à pic. Oh, elle était facile. Allez, ce soir, elle a fait fort. Hein. Bonjour, voilà, j'ai en fait deux questions. La première, je ne suis pas vraiment sûr de la cerner. C'est lorsque vous avez parlé de solipsisme, cela m'a rappelé la pièce de Calderon de la Barca, La vie est un songe, où on voit un roi qui a été élevé dans un cachot, qui ne sait pas qu'il est roi, et lorsqu'on lui révèle qu'il est roi, il fait tellement de bêtises que finalement on lui dit qu'il a rêvé. On fait en sorte qu'il se rendorme, on lui dit qu'il a rêvé. Et également, ça m'a fait penser, en fait ma question va porter sur l'idée que l'être peut avoir de ses propres limites finalement, à partir du solipsisme, mais à partir du moment aussi où Madame a parlé de penser avec un E, penser avec un A. Cela m'a évoqué Derrida, le concept de différence avec un A, qu'il écrit avec un A, où un être est ce qu'il est et en même temps ce qu'il n'est pas, ce qui pourrait être, c'est extrêmement complexe. Ça, c'est ma première question. Est-ce qu'on peut mettre cette... On va d'abord répondre à la première. Voilà. Hein. Alors, je laisse tomber Derrida parce que je ne veux pas vous faire mal à la tête. On va parler un peu du rêve, effectivement. Descartes prend très au sérieux l'argument du rêve. Et j'aime beaucoup cet argument du rêve parce qu'il nous prouve quelque chose qui contredit une croyance, là encore. Moi, je crois beaucoup en l'universel, même si je ne suis pas rationaliste au sens strict. Vous avez un Chinois qui a 25 siècles a dit « Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais un papillon. Suis-je tel individu qui a rêvé cette nuit qu'il était un papillon, ou suis-je un papillon en train de rêver à présent qu'il est tel individu ?» Très belle remarque. Donc il n'y a pas tant de différence qu'on croit. Hein. Il y a un argument que vous trouvez en Orient, en Occident, presque à l'identique. Ensuite, vous avez Descartes. Et donc Descartes se dit effectivement, qui me dit que je ne suis pas en train de rêver? La seule chose, c'est que quand je me réveille le matin, je me réveille dans la même chambre, il y a les mêmes objets, et que chaque nuit, je pénètre dans un monde différent. Mais que se passerait-il? Vous savez que c'est la technique du lavage de cerveau. Hein. Vous endormez un prisonnier dans une cellule verte. Quand il dort profondément, vous le transformez dans une cellule jaune. Il se réveille le matin, il ne sait plus comment il s'appelle. Hein. Le lundi, vous l'appelez Martin. Le mercredi, vous l'appelez Dupont. Le jeudi, vous l'appelez François. Le dimanche, vous donnez un quatrième nom. C'est très rapide. Hein. Je vous recommande un livre qui peut vous servir si vous avez envie de vous débarrasser de quelqu'un. Comment rendre l'autre fou. Psychiatre américain. Très facile. C'est très facile. Et vous avez Pascal, à la même époque. Très intéressant. Que dit Pascal dans les pensées? Un artisan, un cordonnier, parce qu'à l'époque, les cordonniers fabriquaient les chaussures, ils ne les réparaient pas seulement. Un cordonnier qui rêverait toutes les nuits, pendant 12 heures par nuit. On dormait beaucoup à l'époque, hein, peu importe, il faut changer les nombres d'heures. Un cordonnier qui rêverait chaque nuit, pendant 12 heures par nuit, qu'il est roi, aurait presque la même vie qu'un roi qui rêverait toutes les nuits, pendant 12 heures par nuit, qu'il est cordonnier. Cherchez l'erreur. Et j'ai cité un jour dans une de mes petites phrases de la semaine qui vont devenir un livre au mois de janvier, je vous en reparlerai certainement si ça vous intéresse. J'étais prof à Bastia dans les années 80 et un jour à la fin du cours, le prof de philo est un peu un confident pour ses élèves. J'ai un élève qui vient me voir, que j'aime bien, qui est sympathique, ils sont tous sympathiques. Il dit, Monsieur Granarlot, je suis en train de devenir fou. Et qu'est-ce qui t'arrive? Ben voilà. Ça fait un mois que je fais toutes les nuits le même rêve. Je suis à Marseille. Il n'avait jamais mis les pieds à Marseille de sa vie. Je suis dans un quartier de Marseille. Les gens me connaissent, je les reconnais moi aussi. Je suis en train de péter les plombs. Hein. Alors je lui ai cité Pascal, j'ai essayé de le rassurer, je ne sais pas si ça a marché. J'ai fait mon possible pour ne pas l'inquiéter en lui disant... Non. Mais effectivement... Finalement, la seule chose qui me permet de faire une différence sûre entre la veille et le rêve, c'est l'irrégularité des rêves et la régularité de la veille. Bon. Si par malheur, hein, le rêve devenait régulier et qu'on se retrouvait toutes les nuits dans le même monde, on finirait par se demander si ce monde du rêve n'a pas autant de réalité. Ce qu'ont cru d'ailleurs les humains pendant très très longtemps. Hein. Pendant très très longtemps. Hein. Les populations qu'on appelle archaïques, quand elles partaient chasser la nuit dans leur rêve, eh bien, le matin, elles allaient voir dans la forêt et elles trouvaient d'ailleurs des traces, parce que quand on veut trouver, on trouve. Hein.
comme dit encore le grand Blaise Pascal, on croit ce qu'on voit. Ça, c'est le cadeau que je vous fais ce soir. Hein. Mettez ça dans votre poche. Hein. On croit ce qu'on voit, mais on ne voit que ce qu'on regarde, et on ne regarde que ce qu'on veut. Transitivité, pour ceux qui ont fait un peu de maths, on croit ce qu'on veut. Donc l'argument du rêve, très très important. Alors vous avez une deuxième question, je ne vais pas vous brimer, mon ami, vous êtes un des fidèles de nos agoras, on va vous redonner le micro. Mais ne revenez pas sur Derrida, je ne répondrai pas. Merci beaucoup. Dans la deuxième question, il y a un rapport de Descartes, le rapport entre Descartes et la nature. Ouais. C'est-à-dire comment se faisait-il pour ne pas se sentir hérétique, il était croyant, dans le sens où il y avait finalement beaucoup d'orgueil et d'hubris, donc dans le fait de vouloir domestiquer et non pas seulement apprivoiser la nature, quand on sait que le péché originel finalement c'est avoir de la connaissance. La tour de Babel s'est effondrée parce que par orgueil les hommes voulaient s'élever trop haut, et vous qui aimez Camus également, peut-être que Sisyphe laisse tomber son rocher parce qu'il est sur le point de voir ce qu'il y a sur l'autre versant. Merci pour cette très belle question. Ça fait problème effectivement. Mais la réponse c'est que Descartes n'est pas aussi cartésien qu'on le croit la plupart du temps. Alors, vous avez entièrement raison. Descartes se veut fidèle au fond aux grandes leçons du christianisme, il se veut fidèle à la Bible en particulier. Et en fait, il va réussir à un peu berner les théologiens de son temps de la façon suivante. Bon, l'Ancien Testament me dit que Dieu a créé l'homme à son image. Alors on se casse la tête sur cette formule, ça veut dire quoi qu'il a créé l'homme à son image? Dieu nous a donné ses petites oreilles, son nez retroussé. Non, soyons sérieux 2 minutes. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Sa liberté. La même liberté que lui, sa liberté infinie, puisqu'encore une fois, on ne peut pas être à moitié libre. Ou on est libre ou on n'est pas libre. On verra le fatalisme, on en a parlé la semaine dernière, on en reparlera avec lui. Donc il nous a donné sa liberté infinie. Et donc Descartes dit aux théologiens de la Sorbonne, voyez, mon système, il est beaucoup plus fidèle aux Écritures que tout ce qu'ont dit les philosophes. Effectivement, les philosophes disaient attention, faut rester à sa place. Non, Dieu nous a créés à son image. Le Dieu de Descartes, c'est un Dieu qui se retire de la nature, effectivement. Il crée le monde, il lui donne ses lois, il aurait pu lui donner d'autres lois puisqu'il est infiniment libre. Il ne veut pas d'un Dieu qui sera celui de Leibniz. Leibniz dit Dieu ne pouvait pas faire en sorte que 2 fassent 5. Il ne pouvait pas. Il est limité aux lois de la logique, aux lois de la raison qui sont en un mot supérieurs à Dieu. Ce qui est quand même un peu gênant. Ça veut dire que Dieu n'est pas tout puissant. Or, on nous dit qu'il est tout puissant. Et Descartes dit si Dieu... Alors, il y a une lettre extraordinaire. Il a beaucoup écrit, on écrivait beaucoup à l'époque. Hein. Je ne sais pas comment il faisait pour écrire autant. La correspondance de Descartes, des volumes et des volumes. Avec Burnham, si ma mémoire est bonne. Son correspondant lui dit, vous parlez de cette liberté infinie, Dieu aurait pu tout faire, il aurait pu créer d'autres lois. Est-ce que Dieu aurait pu faire en sorte de nous donner l'ordre de le haïr? Grande question. Hein. Et Descartes répond, maintenant il ne le peut plus. Maintenant il ne le peut plus. Mais au début de la création, Dieu était omnipotent, sa liberté est sans limite, il aurait pu très bien faire en sorte que. Il aurait pu créer d'autres lois logiques, d'autres lois mathématiques, ça nous semble inconcevable à nous aujourd'hui. Donc vous voyez, le Dieu de Descartes, c'est un Dieu infiniment libre, mais nous le sommes aussi, qui a créé des lois, il aurait pu créer d'autres lois. Et puis ensuite, c'est un Dieu qui se retire, puisqu'il a mis dans l'univers un être à son image qui s'appelle l'homme, qui lui a donné la même liberté que lui, et puis il lui a donné un entendement. Nous avons un entendement limité et une volonté infinie, dit Descartes. Bon, notre intelligence, elle est limitée, mais avec le temps, on progresse et on comprend de mieux en mieux ce qui se passe autour de nous. Mais nous avons une liberté infinie. Bon. Et donc, cette liberté infinie, l'homme a mis dans l'univers un être qui peut modifier l'univers, l'améliorer. Dieu ne s'en mêlera pas. Et ne comptez pas non plus sur Dieu si vous faites des conneries. Très intéressant, ça. Dieu ne va pas venir vous sauver. Hein. Vous avez envie de pourrir la planète, et bien vous vivrez dans une planète pourrie. Hein.
N'espérez pas que Dieu va venir au secours en disant « Oh, les pauvres humains, ils ont fait des bêtises !» Non, non, il nous a donné une liberté infinie, c'est-à-dire une responsabilité infinie. Si on fait des bêtises, eh bien, on le payera, mais tant pis pour nous. Hein. Bon, c'est comme le voyageur qui prend la mauvaise direction. Hein. Voilà qui est le Dieu de Descartes. Descartes ne veut pas d'un Dieu joueur, d'un Dieu qui change les règles. C'est très proche d'Einstein. Dieu ne joue pas au dé. Dieu ne changera pas les règles. Hein. Les règles sont établies une fois pour toutes. Il aurait pu en créer d'autres. Mais une fois qu'il les a créées, il ne revient pas dessus. Il ne les change pas. Et nous qui avons la capacité de comprendre ces règles avec notre intelligence, et qui avons une liberté infinie, on peut rêver de devenir maître et possesseur de la nature. Alors moi, j'oppose régulièrement, je termine avec ça, pour répondre jusqu'au bout à votre question, Descartes et Pascal. Il y a quand même une bizarrerie. Je ne sais pas si elle vous a frappé comme elle me frappe. Au XVIIe siècle, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que la Terre tourne autour du Soleil, mais on découvre surtout, c'est pour ça que Giordano Bruno a été brûlé vif à Florence en 1600, on découvre surtout que l'univers est infini, qu'il y a des milliers, des milliards d'autres soleils, sans doute d'autres planètes. Bon, l'univers est infini. Donc, les savants viennent dire aux hommes, vous vivez dans un univers infini. Il y en a un qui s'appelle Pascal. On le présente un peu comme gaga, mystique, un peu frappadingue. Il a la réaction logique. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. C'est lui qui a raison. C'est effrayant d'être dans un univers infini. Et vous avez un petit René Descartes qui arrive. On va devenir maître et possesseur de la nature. C'est un malade. C'est un malade. Maître de l'infini. Admettons même qu'un jour, on domine le système solaire. Si vous avez fait un peu d'astronomie, vous savez que le système solaire, le Soleil, c'est une des 100 milliards d'étoiles de la galaxie. Il y a 100 milliards d'autres étoiles dans la galaxie. Et il y a des milliards de milliards d'autres galaxies dans l'univers. On va devenir les maîtres de tout ça. Soyons sérieux 2 minutes. Donc, vous voyez comment il faut se méfier des jugements a priori dans les histoires de la philosophie ailleurs. On vous présente Pascal comme un mystique un peu frappadingue. Descartes, il est cartésien. Ben non, il n'est pas si cartésien que ça. Parce qu'effectivement, oui, je me lâche maintenant, parce que j'ai souffert pendant 1 heure. Hein. Là, je me fais du bien, sinon je vais mal dormir cette nuit. Hein. Bon. Il est frappadingue, maître et possesseur de la nature. Donc, Descartes, effectivement, il est responsable, malgré ses grandes qualités et des aspects que j'ai défendus. Je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit. Hein. Bon. Mais, effectivement, il a quand même une part de responsabilité non négligeable dans les dérives du transhumanisme aujourd'hui, dans les catastrophes écologiques. C'est cette volonté de maîtrise, cette hubris, cette démesure. Et c'est pour ça que Camus m'a guéri. Avant que je connaisse Descartes, j'avais lu Camus et Camus m'a donné un vaccin. Je vous recommande le vaccin Camus. Hein. Très, très efficace. Il m'a donné un vaccin définitif contre Descartes et tous les rêves de maîtrise de la nature. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais me faire un peu de bien, sinon c'est trop dur pour moi. Je me rattraperai avec Nietzsche la semaine prochaine. Il y a une question là-bas, et là aussi, oui. Allez-y, monsieur. Bonjour. Ma question, je voudrais simplement que vous puissiez m'éclairer un petit peu sur le chemin. Parce que je pense que tout être humain a son chemin, son propre chemin. Il naît, il meurt, et dans son chemin, est-ce qu'il est cartésien ou est-ce qu'il est fataliste? Parce que quand on avance comme ça dans son chemin, sur son chemin, il nous arrive de prendre des chemins à droite ou à gauche, et ces chemins que l'on prend, on ne les connaît pas toujours, comme vous dites si bien, et souvent, on peut par exemple vouloir prendre l'avion, on va pour prendre l'avion, il nous arrive quelque chose, et à ce moment-là, on ne peut pas prendre l'avion, et l'avion s'écrase. Donc, ma question, est-ce que si tout le monde prend sa voie, son chemin, et qu'on ne peut rien faire, est-ce que c'est à la fatalité? Est-ce que c'est cartésien? Voilà. Merci de me donner l'occasion de mettre face à face 2 conceptions de la liberté, parce que c'est comme ça qu'il faut s'exprimer en philosophie, me semble-t-il. Donc, vous avez raison. Vous avez compris, parce que vous me suivez tous depuis longtemps, la plupart d'entre vous, que mon cœur penche du côté du fatalisme stoïcien ou nietzschéen ou spinoziste,
Je vous en reparlerai la semaine prochaine. Je vous en ai parlé il y a une semaine. Donc, je me sens très proche de ce que vous dites. Hein. Bon, nous sommes embarqués. C'est un peu ce que dit Pascal aussi. Hein. Nous sommes embarqués. Bon, nous sommes embarqués. Donc, moi, je pense beaucoup plus dans cette direction-là. Ceci étant dit, je vous ai donné la réponse à l'argument paresseux de Chrysippe la semaine dernière. Je ne connais pas l'avenir, effectivement. Hein, je ne connais pas l'avenir. Donc, à un moment donné, il est difficile de contester, si vous voulez, l'impression de libre arbitre que nous avons. Hein. Bon, c'est difficile. Hein. Il faut être très philosophe pour corriger cette impression en se disant c'est une illusion, parce qu'en réalité, etc. Bon, je crois que ce que Descartes dit de la liberté d'indifférence, de cette liberté qui se connaît sans preuve, c'est très, très difficile à réfuter. J'ai beau être fataliste, je ressens en moi cette possibilité de prendre la route de droite ou la route de gauche, et en étant persuadé au moment où je prends la route de droite que j'aurais pu prendre la route de gauche. Mais sans preuve. Sans preuve. Je reprends ce que je disais la semaine dernière. J'avais 2 escaliers à Dumont-d'Urville, un qui montait à droite, un qui montait à gauche, et qui arrivaient tous les 2 au 2e étage où j'avais ma salle de Cagne et de classe prépa. Bon. Je prends l'escalier de droite. J'arrive dans ma salle de classe, il y a une machine à remonter le temps. Je grimpe dans la machine à remonter les temps, je redescends au rez-de-chaussée, il est à nouveau 8h moins 5. Et cette fois, je dis, je vais prouver ma liberté. Je vais prendre l'escalier de gauche. Mais non, j'ai rien prouvé du tout. J'ai pas effacé le fait que tout à l'heure, à 8h moins 5, j'ai pris l'escalier de droite. C'est-à-dire qu'il y a 2, là, c'est ce qu'on appelle les voies parallèles dans la science-fiction, les univers parallèles. Il y a un univers dans lequel j'ai pris la route de droite et il y a un univers dans l'escalier de droite, un univers dont j'ai pris l'escalier de gauche. Mais c'est pas parce que maintenant je prends l'escalier de gauche que j'ai la preuve que je pouvais le prendre tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai pris l'escalier de droite. Donc sans preuve. Hein, c'est Bergson qui est intéressant là-dessus. Bergson nous dit, j'ai peut-être enjolivé Bergson, parce que vous savez, j'ai tellement lu et médité les philosophes que parfois je crois qu'ils ont dit des choses alors que c'est le grand Granarolo qui les a pensées. Boutade, vous connaissez maintenant. Des fois, je ne sais plus trop. Mais Bergson dit quelque chose qui est très proche de ce que je suis en train de vous dire. Même si on avait une machine à remonter le temps, on n'aurait pas la preuve de la liberté. J'ai pris l'escalier de droite. Est-ce que je pouvais ne pas le prendre? Ben, j'en sais rien. Je refais une nouvelle expérience maintenant, mais la première expérience qui me garantit que je pouvais prendre l'escalier de gauche alors que j'ai pris l'escalier de droite. Rien ne me le prouvera jamais. Donc, il n'y aura jamais de preuve de la liberté. Et Kant, qui est très cartésien, très bon lecteur de Descartes, un siècle plus tard, dira c'est un postulat de la raison pratique, un postulat. Hein. Pourquoi il faut croire dans le libre arbitre? Parce que si on n'y croit pas, c'est très difficile de faire société, c'est très difficile de juger un individu. Hein. Si le serial killer ne pouvait pas faire autrement que d'égorger 50 personnes, c'est difficile de punir quelqu'un qui ne pouvait pas faire autrement que ce qu'il a fait. Reconnaissez que c'est compliqué, effectivement. Donc Kant dira il faut croire en la liberté. C'est une croyance, mais c'est une croyance nécessaire. Postulat, comme en mathématiques, on a un postulat, on ne peut pas le démontrer, mais si vous niez le postulat, vous ne pouvez plus faire de géométrie. Vous ne pouvez pas démontrer que par un point en dehors d'une droite, il passe une seule parallèle à cette droite dans un espace-temps. C'est indémontrable pour l'éternité. Mais si vous refusez ce postulat, tous les théorèmes dégringolent comme un château de cartes. Ça s'appelle un postulat, et Kant reprend ce terme, un postulat de la raison pratique. On est presque obligé, tout seul c'est différent, hein. Je peux être individuellement fataliste. Qu'est-ce que serait une société fataliste? Alors vous avez un philosophe, on parlera peut-être un mot la semaine prochaine, un Français, peu connu, qui s'appelle Jean-Baptiste Guyon, que Nietzsche avait voulu rencontrer à la fin de sa vie, mais ils se sont loupés. Après, Nietzsche a sombré dans une autre dimension. Qui a écrit un livre qui s'appelle Essai d'une morale, Guyot, pardon, j'ai dit Guyot. Essai d'une morale sans obligation ni sanction. Michel Serres a republié les livres de ces philosophes un peu oubliés avant sa disparition. Guyot a dit si on peut peut-être envisager une société qui se débarrasse de l'idée de responsabilité, de libre arbitre et qui pourrait quand même fonctionner. Mais reconnaissons que c'est quand même très très difficile. C'est plus simple, je dirais c'est l'idée la plus simple. Croire en le libre arbitre, c'est croire en la responsabilité de l'homme, c'est punir un homme avec la conscience tranquille. Je punis le criminel parce qu'il aurait pu ne pas accomplir son forfait. Il aurait pu.
Mais s'il était dans la nécessité absolue de faire ce qu'il a fait, ça devient quand même difficile. Alors Spinoza répond aussi, parce qu'on a parlé de Spinoza l'an dernier, hein, Spinoza répond, si la société a le droit, hein, bon, le criminel suit sa loi, la société suit la sienne. La société se protège en coupant la tête, enfin coupe plus la tête, mais peu importe, en punissant le criminel pour qu'il ne recommence pas, parce qu'une fois qu'il a coupé la tête, il a du mal à recommencer quand même. Bon, aujourd'hui c'est plus compliqué, avec les peines même dites planchées. Donc voilà, hein, on peut développer ça. Mais c'est vrai que c'est difficile de contester ce ressenti individuellement de libre arbitre. Par contre, collectivement, effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué de supposer une société qui ne croit pas dans la responsabilité de ses membres. La démocratie aussi, hein. Je reprends le même exemple, encore chez Kant. Si je pense que les citoyens qui ont déposé leur bulletin dans l'urne à 3 reprises ces dernières semaines, et je ne prononcerai aucun jugement, ne m'attirez pas dans cette direction, je m'y refuserai totalement, vous me connaissez. Mais si les citoyens qui ont déposé un bulletin dans l'urne ne pouvaient pas déposer un autre bulletin que ceux qu'ils ont posés dans l'urne, s'ils ont déposé ce bulletin en fonction de leurs revenus, de leur milieu social, du quartier où ils habitent, c'est plus la peine d'aller voter. Hein. Laissons l'INSEE nous donner le résultat des élections, hein, sachant qu'il y a tant de citoyens qui habitent dans des quartiers dits défavorisés, qu'il y en a tant qui gagnent le SMIC, qu'il y en a tant qui... Je vous donne le résultat des élections. Si la démocratie peut fonctionner, c'est qu'on est obligé de croire dans le libre arbitre, je reprends sur l'idée de tout à l'heure, de l'électeur qui peut voter comme il veut, comme il l'entend, quelle que soit son enfance, son éducation, son milieu social, sa profession, son revenu. Et même si moi je suis profondément fataliste au bon sens du terme, je vous en reparlerai la semaine prochaine, on a vu ça avec les stoïciens, il n'empêche que, et c'est le côté difficile à réfuter de Descartes, j'ai la conviction absolue, et aucun d'entre vous m'enlèvera cette conviction, que j'aurais pu déposer dans l'urne un autre bulletin que celui que j'ai déposé dans l'urne. Personne ne me fera croire le contraire. La liberté se connaît sans preuve. J'ai fait l'expérience de mettre un bulletin, je suis certain, mais alors, il n'y a aucune certitude plus grande que celle-là, que j'aurais pu mettre un autre bulletin. Je ne peux pas vous prouver, ni à moi, ni à vous. Mais j'ai cette conviction absolue, et c'est cela qui donne un sens, au fond, à la démocratie. Mais on n'est pas obligé d'être démocrate, je rassure certains d'entre vous que je ne nommerai pas. Il me semble qu'il y avait peut-être une autre question. Oui, là-bas. Et puis après, on passera au rosé, parce qu'il ne faut quand même pas uniquement être dans la tristesse. Bonsoir. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le problème du cogito. Vous avez raison. Du fait que le cogito a été mis en, disons, en porte-à-faux par les psychanalystes. Oui. Du fait que quand il est dit simplement, quand Descartes dit simplement « je pense donc je suis », il conclut que par la pensée, il veut accéder à son être. Et les psychanalystes ont montré qu'évidemment, cet être est beaucoup plus profond. On doit à des travaux de Freud ou Lacan une analyse assez profonde sur ce qu'on appelle les structures de l'inconscient, les lapsus. Et Freud montre par exemple que dans les lapsus, on trouve le grand autre qu'on appelle, qui est un garant de la vérité. Donc pour les psychanalystes, à l'époque, Descartes n'a pas de garant au niveau de la vérité. Il invente Dieu comme garant qu'on ne peut pas, si on avait un mauvais génie, on aurait donc Dieu qui nous empêcherait de basculer dans l'erreur. Je pense que c'est relativement limité. On peut, si on avance dans le temps avec les psychanalystes, donc Freud, par la découverte de ce qu'on appelle du grand autre, voir l'importance du garant comme garant de la vérité du grand autre. C'est-à-dire que si on se base au niveau, par exemple, des psychoses, le fonctionnement de l'individu, disons, la vérité sur son être, existe par rapport à ce grand autre. Si ce grand autre qui lui permet d'avoir une stabilité commence à, disons, à s'étioler, on s'aperçoit que le sujet bascule dans la psychose. Bien, je vais vous interrompre
réponds là. Je ne sais pas si je pense avoir j'ai compris. assez précis ou j'ai bien compris dans ma formulation. Non, ne vous inquiétez pas. J'ai bien compris votre c'est pour ça que je remets hein, bien en question le mais fondement du cogito qui est bien remis en cause par beaucoup de psychanalystes. Je vous ferai un peu la même réponse que j'ai fait à l'auditeur précédent. Bien sûr qu'on peut mettre en cause, Nietzsche l'a fait, c'est pas moi le Nietzschéen qui vais hurler contre ce que vous dites. Dans Par-delà bien et mal, vous avez un paragraphe superbe où Nietzsche dénonce ce qu'il considère comme l'erreur de Descartes. Donc, effectivement, l'erreur peut-être de Descartes ou l'imprudence de Descartes, ça a été de voir dans le « je pense » la preuve de la transparence de l'âme à elle-même et le fait que cette âme transparente à elle-même, c'est la totalité de la conscience ou de la pensée ou de l'âme. Il ne faut pas avoir peur du mot âme, hein, parce que jusqu'à preuve du contraire, les psychologues ou les psychanalystes sont des savants de l'âme ou des analystes de l'âme, parce que psyché, jusqu'à preuve du contraire, ça veut dire l'âme. Bon. Donc l'âme, c'est cette partie invisible. Bon, c'est ce qui rassemble toutes ces écoles philosophiques. Et vous avez tout à fait raison de dire, il ne faut pas s'en étonner, que les cartésiens du XXe siècle, qui ont eu la chance ou la malchance, ça chacun décidera, de connaître Freud et la psychanalyse, les cartésiens qui s'appellent Alain, qui s'appellent Sartre, sont des ennemis de la psychanalyse, bien entendu. Parce qu'il faut faire un choix à un moment donné. Effectivement, ou bien j'adhère à la conception cartésienne d'une âme transparente en elle-même, de cette vie intérieure, sans recoin. Alors, il faut bien reconnaître que il y a une faiblesse quand même en tout cas dans les images ou les métaphores freudiennes. L'âme n'est pas spatiale. On est tous d'accord là-dessus. Descartes ne s'est pas trop trompé là-dessus. Hein, sinon, on pourrait la percevoir avec un IRM ou un appareil de détection. Descartes s'est d'ailleurs risqué à ça à la fin de sa vie. Vous savez, la glande pinéale. Ah oui, l'âme, elle est là, elle est au centre du cerveau. Bon, il pataugeait un peu hein, sur le problème de l'union de l'âme et du corps. Bon. Mais l'âme n'est pas spatiale. Tout le monde s'accorde à dire que l'âme n'a rien de spatial. Donc, elle n'a pas d'étendue. Et quand vous regardez, je lis Freud, et j'ai beaucoup lu Freud, je vous prie de me croire, il compare la psyché à un appartement. Il y a un vestibule, il y a une grande pièce, et puis il y a un petit gardien entre les deux qui empêche de rentrer ou de sortir. Ou alors il dit, l'âme c'est comme un iceberg, il y a 1/8 qui sort de l'eau et 7/8 qui sont sous la surface. C'est-à-dire qu'il spatialise l'âme. Je lui en veux pas, il ne peut pas faire autrement. Il faut bien donner des images pour se faire comprendre. Mais c'est quand même très gênant. Et les profondeurs de l'âme, c'est quoi la profondeur de quelque chose qui n'est pas spatial? J'offre 3 verres de rosé à celui qui a la réponse à me donner là-dessus. Donc, il y a des choix à faire. Il y a des faiblesses dans le discours cartésien. J'y ai pas insisté ce soir parce que j'ai retenu... C'était la règle du jeu, les aspects positifs de Descartes, mais je vous accorde totalement qu'il y a des faiblesses que Schopenhauer, Nietzsche, Freud ont parfaitement détectées, comme il y a des faiblesses ou des insuffisances dans la psychanalyse, il n'y a pas de doute à ce sujet, et qu'à un moment donné, nous avons à choisir des modèles, il faut peut-être... c'est plus à la mode l'éclectisme de quelqu'un qui s'appelait Victor Cousin au 19e siècle, mais moi je pense qu'il c'est pas scandaleux d'aller chercher ce qui nous convient dans les différentes philosophies et de construire à partir faut pas avoir une approche religieuse de la philosophie. Hein. La philosophie, c'est pas des textes sacrés. Hein. On va faire son marché dans la philosophie et puis on va choisir et on va à partir de tout ça, de ses lectures, de sa compréhension, construire quelque chose. Paul Valéry, qu'on ne cite plus beaucoup aujourd'hui, qui était quand même un grand homme, hein. Il était savant, poète, philosophe. Et je commençais mon cours du temps lointain où j'avais des terminales avant d'avoir des classes prépa. Je commençais tous les ans mon cours en terminale par une phrase de Valéry.
je la cite de mémoire, hein, parce que je ne peux pas la citer textuellement, c'est des vieux souvenirs. Il dit « J'appelle philosophe tout homme qui essaye de temps à autre dans sa vie de se faire une conception d'ensemble de tout ce qu'il connaît par expérience directe, intérieure, etc. » Voilà. J'appelle philosophe cet homme. Donc vous êtes tous philosophes. Vous avez tous, et c'est le petit rôle que j'essaie de jouer sur cette esplanade chaque été, de vous amener à construire votre vision, votre conception du monde. On emploie cette expression qui traduit le Weltanschauung des Allemands, mais c'est mieux de dire en français. Donc, à vous de bâtir la conception du monde qui vous conviendra le mieux, qui vous permettra d'atteindre le mieux possible, parce que c'est quand même ça l'objectif. On l'a dit avec les stoïciens, je vais le répéter avec Nietzsche, une certaine sérénité, un certain bonheur de vivre. Hein, on a le droit de pouvoir viser cet objectif de sagesse ou de sérénité. Alors merci pour toutes vos questions, vos réactions. On peut continuer à discuter et je vous garantis qu'avec 2 verres de rosé, on discute beaucoup mieux.